Bonsoir à tous, ravi de vous accompagner pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de ce journal. Un tour du monde en avion à hydrogène pour redéfinir l'avenir du transport aérien. C'est le pari fou de Climate Impulse. À la tête de cet incroyable défi, l'aventurier Bertrand Piccard. Il sera notre invité ce soir. Soirée compliquée pour l'AS Monaco en Ligue des Champions. Les Rouges et Blancs ont cédé 1-0 face au Benfica. Ils devront créer l'exploit mardi prochain pour espérer une qualification en huitième de finale. C'est l'un des médias les plus anciens. On célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la radio. Nous en parlerons avec Benjamin Ducongé, directeur des programmes de Radio Monaco. Et puis l'amour s'affiche dans les vitrines des magasins. À la veille de la Saint-Valentin, nous vous donnerons quelques pistes pour avoir une attention particulière pour l'être aimé. C'est bien connu, la principauté attire chaque année de nombreux visiteurs, permettant à l'industrie du tourisme d'afficher des chiffres régulièrement en hausse. Mais qui sont ces voyageurs? Combien de temps restent-ils à Monaco? Et quelles activités prévoient-ils de faire pendant leur séjour? Pour le savoir, l'INSEE et la direction du tourisme et des congrès lancent une grande enquête auprès des visiteurs. Les détails dans ce reportage de Sarah Inkari et Arnaud Ambert. Il n'y avait pas eu une telle enquête depuis 2010. En ce début d'année, l'ADTC, en partenariat avec l'INSEE, se lance dans un projet d'envergure centré sur les touristes de la Principauté. L'objectif de cette campagne, c'est de mieux connaître les touristes. Quand je dis touristes au sens large, touristes, excursionnistes, croisiéristes, tous les gens qui viennent à Monaco, savoir déjà combien il y en a, leur nationalité, comment ils sont venus, pourquoi, est-ce que c'est pour un congrès, est-ce que c'est pour le Grand Prix de F1. Et aussi, c'est savoir combien ils dépensent et comment, où. Est-ce que ça sera ventilé en grand poste, c'est-à-dire la restauration, le shopping, est-ce qu'ils vont au casino, est-ce que c'est des activités artistiques? Voilà, c'est vraiment pour avoir une idée aujourd'hui de qui sont nos touristes. Et ça permettra aussi, en les connaissant mieux, en les comprenant mieux, de mieux adapter notre offre. Pour cela, deux moyens. Les interrogés peuvent répondre par eux-mêmes via ce QR code répandu un peu partout sur le territoire, sous forme d'affiches, de flyers ou encore de chevalets dans les restaurants, ou bien par le biais d'un personnel dédié. Nous avons les hôtesses de la direction du tourisme et des congrès, à l'Office du tourisme, qui proposent donc aux personnes qui demandent des renseignements de répondre à cette enquête, donc simplement en scannant le QR code avec leur téléphone. Mais il y a aussi des hôtesses qui vont tourner dans Monaco, qui vont être présentes sur certains événements, qui vont aller interroger les personnes directement. Le questionnaire est dématérialisé, anonyme et se remplit en l'espace de 5 minutes. Les résultats de l'enquête seront connus courant 2026. C'était le 7 février 2024. Bertrand Piccard annonçait son ambition de se lancer dans un tour du monde à bord d'un avion à hydrogène vert. Un véritable défi environnemental pour l'explorateur suisse qui a déjà bouclé avec succès le tour de la Terre en 2016 à bord d'un avion solaire. Aujourd'hui, Bertrand Piccard dresse un premier bilan d'étape de son projet baptisé Climate Impulse. Il est avec nous pour en parler. Bonsoir Bertrand Piccard. Bonsoir. Il y a un an, vous nous faisiez déjà l'amitié d'être notre invité pour partager sur notre antenne ce projet ambitieux de faire le tour du monde à bord d'un avion à hydrogène vert. Aujourd'hui, où en êtes-vous dans le processus de cette très belle aventure? Nous sommes en pleine construction de l'avion parce que quand on a annoncé l'année dernière, on avait déjà bien avancé sur des dessins, sur des études de faisabilité. Airbus nous avait déjà aidé pour l'aérodynamique. Et en fait, on a annoncé l'année dernière, au moment où on a eu notre premier gros partenaire, qui était Syensqo, qui permettait de lancer la construction. Ce qui fait que maintenant, la construction a 1 an. On a le premier fuselage pour le cockpit, on a la moitié des ailes qui ont été moulées, on a beaucoup de pièces en fabrication, on est en train de prévoir les premiers réservoirs d'hydrogène liquide. Donc en fait, on est dans le timing, croisons les doigts pour que ça continue. Et c'est passionnant parce que maintenant, c'est le grand moment où il y a tous les ouvriers, tous les techniciens, tous les ingénieurs qui sont sur place chez 49 Sud, qui est la société de Raphaël Dinelli au Sable d'Olonne. Et c'est magnifique de voir cet avion qui commence à apparaître, qui sort des moules, qui sort des autoclaves. C'est un véritable défi technologique auquel vous vous mesurez, Bertrand.
Oui, c'est un défi technologique et puis c'est le défi aussi de faire passer un message. Sur le plan technologique, c'est clair qu'il faut qu'on arrive à garder cet hydrogène liquide pendant 9 jours à moins 253 degrés. Il faut que l'avion consomme très peu, qu'il soit efficient, qu'on arrive à faire ce tour avec la quantité d'hydrogène prévue. Tout ça, ben, c'est clair que c'est de la technologie. Et puis, il faut arriver à faire passer le message aussi que même s'il n'existe pas maintenant déjà d'industrie d'hydrogène qui vendent de l'hydrogène à tout le monde, eh bien, il faut rendre cette industrie de l'hydrogène désirable. Il faut atteindre le plus vite possible ce qu'on appelle la masse critique. La masse critique, c'est quand il y a assez de production et assez de demande pour que les prix s'écroulent. Comme ce qu'on a eu avec le photovoltaïque. En 25 ans, le prix du photovoltaïque a été divisé par 40. C'est pour ça que maintenant, c'est l'énergie la moins chère au monde. Mais autrefois, c'était pratiquement la plus chère il y a 25 ans. Et on est un peu comme ça dans l'hydrogène maintenant. Donc, le but de Climate Impulse, mon but, le but de Raphaël Dinelli, c'est vraiment de populariser cette industrie de l'hydrogène. Oui, parce que c'est loin d'être une source d'énergie complexe. C'est-à-dire que l'hydrogène n'est pas vraiment une source d'énergie dans le sens où il n'y a pas encore d'exploitation d'énergie, enfin, pas d'exploitation d'hydrogène naturel. Aujourd'hui, on doit fabriquer cet hydrogène avec des énergies renouvelables pour faire de l'hydrogène vert ou avec de l'énergie nucléaire ou bien alors avec des énergies fossiles, c'est l'hydrogène gris. Donc en fait, c'est plutôt considéré comme un stockage. On prend de l'électricité, on électrolyse de l'eau, on arrive à l'hydrogène, puis cet hydrogène, eh ben, on peut le mettre dans un fuselage d'avion. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'on commence à trouver de l'hydrogène blanc, comme on l'appelle, c'est de l'hydrogène qui est dans des poches géologiques où il pourrait peut-être être exploité tel quel. Et alors là, on changerait de logique. Tout à coup, l'hydrogène ne serait plus un vecteur, mais serait une vraie énergie qu'on exploite, comme on a exploité le gaz et le pétrole jusqu'à maintenant, sauf que c'est une énergie propre. Alors revenons à Climate Impulse. Comme pour Solar Impulse, pour ce projet, vous n'êtes pas seul. Vous avez mentionné tout à l'heure votre copilote, Raphaël Dinelli. Absolument. On n'est jamais seul dans quelque chose comme ça parce que on n'a pas tout seul la créativité qu'il faut. On n'est pas capable tout seul de se remettre en question dans nos certitudes et nos croyances. Donc, il faut des équipes avec des gens très différents, très complémentaires, venant d'horizons très différents. Il faut des partenaires qui financent, il faut des techniciens sur place. Et puis, il faut arriver à passer le message au plus grand nombre de gens possible. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire avec Climate Impulse, c'est vraiment une constellation d'individus, d'associations, d'entreprises qui croient dans cette action climatique à travers les technologies propres, à travers les énergies renouvelables, à travers l'hydrogène, et qui pourraient relayer ce message le plus vite et le plus loin possible. Et pour à terme révolutionner l'aviation, parce que c'est ça aussi le message de Climate Impulse. Oui, oui, absolument, contrairement à Solar Impulse. Solar Impulse, c'était pour révolutionner la compréhension des énergies renouvelables, montrer qu'on pouvait faire beaucoup plus que ce qu'on croyait avec du renouvelable. Mais maintenant, il s'agit d'être encore plus ambitieux. Maintenant, le renouvelable, on sait que ça marche. Ce qu'il faut, c'est révolutionner l'aviation. Alors, il y a des gens qui disent il faut interdire l'aviation, il faut limiter les vols. Vous savez, même si on fait ça en Europe, c'est pas comme ça que ça se fera dans le reste du monde. Il y a personne en Amérique, en Asie, en Afrique qui va limiter l'aviation. Par conséquent, il vaut mieux essayer de rendre l'aviation plus efficiente, plus propre, plus raisonnable. Et Climate Impulse veut montrer qu'il y a une voie avec l'hydrogène pour décarboner l'aviation. Alors, il y a des gens qui disent que c'est complètement impossible. Moi, ce que j'aimerais juste, c'est que ceux qui croient que c'est impossible ne dérangent pas ceux qui sont en train d'essayer de le faire. Et désormais, vous nous avez dit, donc on voit naître cet avion Climate Impulse. Quelles sont les prochaines étapes maintenant pour aller jusqu'à 2028 et ce premier vol de Climate Impulse? Pendant toute l'année 2025, c'est la suite de la construction et en fin d'année, ce qu'on appelle la mise en croix, c'est quand les ailes et les fuselages sont posés ensemble et peuvent être assemblés et que ça ressemble à un avion et plus seulement à des pièces détachées.
Et puis, au début de l'année prochaine, on espère faire les premiers vols tests à Châteauroux, dans le centre de la France. C'est une piste de 3 km où on sera tranquille pour faire nos essais. Et si tout va bien, on fera des vols de plus en plus longs, y compris en 2027, jusqu'au Tour du Monde de 2028. Et bien évidemment, on suivra votre projet de très près, Bertrand Piccard. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour être notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci beaucoup, Bertrand. Mais avec plaisir et merci de votre fidélité. En football, match compliqué pour l'AS Monaco en barrage aller de Ligue des Champions. Le club de la Principauté s'est incliné hier soir contre Benfica 1-0 au Stade Louis II. Nous allons analyser cette rencontre avec vous, Frédéric Elion. Frédéric, est-ce que les Monégasques ont compromis leur chance de qualification pour les huitièmes de finale? Oui, Monaco a complètement raté son match de play-off aller de Ligue des Champions hier soir contre Benfica, Émilie, et se retrouve en ballottage défavorable avant le match retour prévu à Lisbonne mardi. C'est simple, on n'a pas reconnu les Monégasques qui ont manqué de folie, de créativité et de qualité technique pour se créer des occasions. Les joueurs d'Adi Hütter ont encore une fois eu du mal à gérer leurs émotions et comme il y a 2 mois, déjà face à Benfica, Monaco n'a pas non plus été aidé par l'arbitrage. L'ASM a plutôt maîtrisé la première période avant que tout ne s'écroule au retour des vestiaires. Un but de Pavlidis à la 48e, puis un deuxième carton jaune très sévère pour Al Mousrati. Le milieu de terrain libyen réclame un deuxième avertissement pour Carreras, mais c'est lui qui se fait expulser, clairement le tournant du match. I'm trying to find the right words to share the message in a respectful way. It's not easy because it's not the first time. It's the second time against Benfica again where we have decisions very strongly impacting the game. This is not good. This is not good for Monaco. This shouldn't be good also for Benfica. It's not good for the fans. The quality of the game. We are on the playoffs of Champions League. We expect quality. We expect you guys to be discussing the players, the goals, the plays, and not the referee. When the referee is the center of the game, something went very badly during the last 90 minutes, and this is the night we are living. La bonne nouvelle, Émilie, c'est que malgré ce match sans, il n'y a que 1-0. Benfica a eu la bonne idée de ne pas enfoncer le clou après le carton rouge. Et même si cela s'annonce compliqué au match retour au stade de la Luz, tout reste possible pour la qualification. It's only the first leg, was 1-0, so we have full conditions to go there in Lisbon, making a good game and revert the situation and qualify, which is our objective. We have players for that, we have quality for that. On a donné tout ce qu'on pouvait donner pour essayer de ne pas prendre un deuxième but. Voilà, maintenant c'est à nous d'aller là-bas et de nous arracher pour pouvoir prendre une qualification. Parce que voilà, je pense qu'un seul but, je pense que les 4 peuvent être redistribués. Dans le dernier quart d'heure de la rencontre, Emily Vanderson et Zakaria ont tous les deux pris un carton jaune. Une très mauvaise nouvelle dans l'optique du match retour puisque ces 2 joueurs seront suspendus. La mission s'annonce compliquée, Emily, mais avec Monaco, on le sait, rien n'est impossible, surtout en Ligue des Champions. Oui, et le match retour aura lieu mardi au Stade de la Luz. Entre-temps, les Monégasques recevront Nantes samedi au Stade Louis II pour la 22e journée de Ligue 1. En handball, l'équipe première de l'AS Monaco vient de changer d'entraîneur. Un électrochoc est attendu pour se maintenir en National 2. Explication dans ce reportage de Frédéric Elion sur des images d'Hugo Comassa. Retour aux sources pour Nicolas Laronze, près d'une décennie après un premier passage sur le banc de l'équipe 1 de l'AS Monaco Handball. Le coach a repris l'équipe au mois de janvier cette saison avec un objectif clair, le maintien en National 2. Ça fait plaisir surtout, hein. Le hand manquait. Après, pour des raisons diverses et variées, j'avais été obligé d'arrêter il y a 9-10 ans la section à l'ASM. Mais c'est du plaisir, voilà, c'est du plaisir, même si le défi qui s'annonce va être compliqué, difficile. Le nouveau bureau directeur de la section qui a été élu le 11 décembre a pris d'importantes décisions. On a beaucoup de travail au niveau du club sur les projets à venir et cette équipe première qui reste la vitrine de notre sport à Monaco doit se maintenir avec la Nationale 2. Nous sommes convaincus que c'est l'homme de la situation. Il va faire un excellent travail. Le groupe est composé de 16 joueurs et a profité d'une trêve de près d'1 mois et demi pour bien préparer la phase retour du championnat.
On a essayé de travailler 5 semaines en préparation, créer un référentiel commun, un langage commun, un nouveau projet en s'adaptant aux qualités et aux faiblesses de l'équipe. Un groupe qui s'est mis au travail, qui travaille, donc ça c'est vraiment très intéressant. Par contre, c'est un groupe déséquilibré. Malheureusement, il y a des postes où on est déficient, d'autres où on est vraiment au-dessus du niveau de la poule. Mais on a des postes déficients, notamment sur la base arrière, ce qui crée un déséquilibre, aussi bien sur le plan offensif que défensif. Donc ça fait qu'il a fallu s'adapter. Et donc le projet tient compte de ces petits déséquilibres, notamment en termes de densité physique, de densité morphologique sur la base arrière. Donc nous, on va essayer de courir. La mission maintien a parfaitement débuté avec une victoire probante à Antibes, 33-25. Confirmation attendue samedi avec un match à domicile face à un concurrent direct, Corté. C'est un média écouté par plus de 40 millions de personnes par jour. La radio célèbre aujourd'hui sa journée mondiale, l'opportunité de mettre en lumière le rôle, le pouvoir de l'un des médias les plus anciens et qui a réussi à s'adapter à l'heure du numérique. Pour en parler ce soir, nous avons contacté le directeur des programmes de Radio Monaco, radio créée en 2007 par Gildo Pastor. Bonsoir Benjamin Ducongé. Bonsoir Émilie. Vous êtes aussi la voix de la matinale de Radio Monaco. Que représente la radio pour vous ? La radio, c'est le média convivial, ce sont les réseaux sociaux bien avant l'heure, c'est le contact avec les auditeurs. Et puis pour Radio Monaco, c'est évidemment la proximité et en même temps la radio d'un pays à part entière. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous cette journée ? Cette journée, c'est une journée de fête. On est content parce que toute l'équipe s'entend bien. Donc, on célèbre ça ensemble aujourd'hui. Voilà, on était très contents ce matin à l'antenne de dire que c'était la journée internationale de la radio. Et puis, ça veut dire aussi que les institutions internationales reconnaissent ce média et son utilité. Qu'est-ce qui distingue la radio des autres médias selon vous ? La simplicité, à la fois pour l'écouter, à la fois pour la produire, même si ça demande des moyens très importants. Et c'est surtout ce que je disais, cette proximité. Facilement, on peut se déplacer, on peut couvrir un événement, faire vivre ce qui se passe à Monaco. Et c'est vrai que la radio, ça se prête complètement à ça, au contact avec les auditeurs et le public de manière générale. Oui, cela reste le moyen le plus accessible pour s'informer. Tout à fait. D'ailleurs, il y a eu pour Monaco une étude du Conseil national et on sait que les Monégasques s'informent beaucoup grâce à Radio Monaco. Et comment elle résiste à la concurrence ? C'est un média qui reste quand même très malléable, qui peut se diversifier facilement grâce à Internet. On pense notamment aux podcasts ou aux articles en ligne. Tout à fait, on est présent sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux, avec des formats. Vous voyez le studio derrière nous, il est équipé justement de caméras pour pouvoir sortir pour les réseaux sociaux des bonnes séquences, que ce soit les invités qu'on reçoit en Principauté de Monaco ou même qui viennent d'ailleurs. Et puis ça nous permet aussi d'être écoutés dans le monde entier. Chaque jour, quand on regarde les statistiques sur l'écoute digitale, il y a environ 120-130 pays différents qui écoutent Radio Monaco au quotidien. Donc c'est une fierté. Et puis c'est aussi le rayonnement de cette marque Radio Monaco qui a le nom de Monaco à l'intérieur de la marque. Donc on sait que Monaco rayonne à l'international et nous aussi, ça nous permet de rayonner à l'international. Et puis Benjamin, plus globalement, il ne faut pas oublier le rôle essentiel que la radio a joué dans l'histoire, pendant la Seconde Guerre mondiale notamment. Oui, nous on essaie aussi de participer aujourd'hui au quotidien, le quotidien de la Principauté. Vous savez, notre propriétaire Gildo Pastor, il a à cœur de faire rayonner la Principauté de Monaco et puis de proposer un outil à l'attention de la population monégasque, aussi bien les monégasques que les résidents et les travailleurs, parce qu'on a beaucoup de travailleurs qui nous écoutent, qui viennent de France, voire d'Italie, et qui s'informent, mais prennent aussi du plaisir, parce qu'on essaie d'être une radio très positive et d'offrir de la bonne humeur toute la journée, et notamment le matin dans les embouteillages pour venir à Monaco, et là c'est notre pic d'audience. Eh bien, merci beaucoup Benjamin Ducongé d'avoir été avec nous pour évoquer la journée mondiale de la radio. Merci à vous. Merci à vous, Émilie.
La Saint-Valentin, c'est demain. Si certains ne portent pas une attention particulière à cette date, d'autres tiennent à surprendre leur moitié. Amoureux ou amoureuses en manque d'inspiration, le reportage qui va suivre va pouvoir vous aider si vous êtes à court d'idées. Vanessa Dessy a sélectionné pour vous des solutions de dernière minute. C'est un reportage réalisé avec Alexandra Marangoni. L'amour s'invite dans les vitrines le 14 février. Maquillage, bijoux, bouquets, peluches, les idées cadeaux se multiplient, mais une tendance demeure intemporelle, la lingerie. Dentelle fine, soie élégante ou ensemble audacieux, les sous-vêtements séduisent autant qu'ils surprennent. Nous avons une collection magnifique, alors très glamour. Là, je le conseille vraiment. J'attends tous les messieurs d'ailleurs pour leur épouse, leur compagne. C'est très joli, c'est glamour, c'est tout bonbon. Couleur rose Barbie. Et puis, dans un autre style, vous avez aussi tous les petits modèles cœur, comme ceci, très féminin, très joli pour la Saint-Valentin. Nous avons réellement dans la boutique des nouvelles matières de modal, de cachemire, qui sont des matières anti-allergiques et douces. Cette année, le bien-être est à la mode. Les coffrets beauté séduisent de plus en plus. Soins du visage et corps, parfums d'exception. Un cadeau raffiné qui mise sur la détente. On a quand même pas mal de petites choses. Bon, en l'occurrence, les parfums, bien sûr, les crèmes comme d'habitude. Puis après, on a des petits cadeaux sympas, originaux. Entre autres, cette chaussure avec gel douche, un petit assortiment scrub, éponge, lait, enfin... Et autrement, des petites bougies pour parfumer la maison, c'est toujours agréable, c'est joli, c'est un vrai petit bijou sur la table. Peu importe le cadeau, c'est l'attention qui marque les esprits. Une surprise bien pensée vaut souvent plus qu'un présent hors de prix. Une idée sortie à présent jusqu'au 21 avril, le nouveau Musée national de Monaco propose d'explorer le travail de l'artiste portugais Francisco Tropa. Spécialement conçu pour la Villa Paloma, Paesine réunit un ensemble inédit de sculptures, de dessins ou de films. Visite guidée avec Christine Petit. Archéologie, ethnologie et art contemporain, le musée Paloma devient soudainement un espace différent, où l'histoire de l'art est déconstruite et où le visiteur n'aura d'autre choix que de s'en remettre à Francisco Tropa, qui le guidera, au travers de ses œuvres, à envisager une autre histoire des formes. L'espace du musée est ainsi déconstruit pour devenir ou redevenir une caverne platonicienne. Voir une œuvre d'art, c'est une rencontre. On peut aller un peu plus au-delà de la simple conception de l'œuvre d'art. On peut aller jusqu'à penser comment est-ce que va être la lumière, comment est-ce que va être la salle où va se donner cette rencontre. Et donc ça me plaît, ça fait partie, je pense, aussi parfois du travail des artistes, de penser comment ça va être ce moment. Paesine, une exposition rétrospective, une vision globale de l'évolution du travail de l'artiste dans le temps, un panorama que Francisco Tropa développe depuis près de 30 ans. Je vois que notre histoire, dans notre histoire, surtout l'histoire de l'art, il y a vraiment, si on regarde vers les origines, je pense que c'est là qu'il y a beaucoup de pistes, soi-disant. Et donc ça m'intéresse à cause de ça, parce que je pense que c'est dans l'origine des choses qu'on trouve une certaine pureté. Et ça m'intéresse aussi dans mon travail d'aller chercher ce genre d'idées pour pouvoir les retravailler. Représentation, trompe-l'œil, un décor de roche, d'eau et de lumière. L'artiste aime développer une pensée analogique du minéral et de l'organique, du naturel et de l'artificiel, pour revenir au temps des curiosités à l'époque où les musées n'existaient pas encore. Et si vous voulez en savoir plus sur Paesine de Francisco Tropa, vous pouvez retrouver sur nos réseaux l'interview de la commissaire de l'exposition Célia Bernasconi. Ce journal touche à sa fin, merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la météo d'Alban Gingembre, suivi du magazine Rencontre. Pour ce nouveau numéro, Yann-Anthony Noguès a choisi d'en savoir plus sur une organisation
Peace and Sport. On se quitte avec les photos de Stéphane Dana et la défaite de l'AS Monaco face au Benfica dans le match aller des barrages de Ligue des Champions. Mais tout n'est pas terminé pour les Monégasques qui peuvent encore espérer se qualifier pour les 8e. Demain, retrouvez Christophe Paco pour votre JT. Passez une très belle soirée et une très belle fin de semaine à tous sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, la journée de demain sera sensiblement la même qu'aujourd'hui avec un ciel lumineux devenant peu à peu nuageux. Le thermomètre affichera 8 degrés le matin et 13 degrés l'après-midi. Attention, quelques gouttes sont attendues en fin de journée avec du vent en début de soirée. De très légères perturbations qui ne dureront pas puisque le week-end s'annonce ensoleillé. Demain, vendredi 14 février, nous fêterons la Saint-Valentin. Et l'info du jour, le 14 février, c'est aussi la date à laquelle l'Américain Alexander Graham Bell dépose un brevet pour un système de transmission des voix par des moyens électriques. L'invention du téléphone, c'était en 1876. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.